Bonjour à tous et à toutes, ceux qui je n'ai pas encore croisés aujourd'hui. Merci pour ceux qui étaient là ce matin. J'espère que vous avez profité de la pratique. Donc aujourd'hui, c'est une conférence, comme vous voyez, les conforts en dehors de sa zone de maîtrise. Et je voulais remercier Pierre pour m'avoir donné cette thématique et cette opportunité pour sortir de ma zone de confort et faire une conférence sur quelque chose d'autre. C'est une nouvelle matière. Et généralement, j'ai l'habitude de faire des conférences autour de la méthode Wim Hof, de la respiration, de guider des pratiques, des groupes et des centaines de personnes. Mais aujourd'hui, c'est un sujet différent. Et je voulais donner une autre couleur à ce qu'on va faire, plus un lien avec les partages de mon histoire, qui suis-je, plus un partage, un lien avec les valeurs qui m'animent, et aussi la philosophie qui m'anime. Et donc, voilà, c'est cette conférence qu'on va faire. On va aussi pratiquer. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre quelques exercices de respiration par ici, par là. Donc, on va aussi pratiquer, même si on est dans une salle. Mais ça nous permettra de ne pas nous endormir aussi. Donc, je pense que c'est important. Donc, soyez tranquilles, sereins, confortables et en même temps présents. Ça, c'est mon invitation. Et puis encore merci à Pierre pour m'avoir invité. Donc, on parlera effectivement des conforts, inconforts, contraintes. Il y a plein de liens, justement, que vous pouvez faire avec ce que Pierre nous a dit ce matin et que vous pourrez faire par la suite. On parlera de la maîtrise de soi, de son identité profonde. On parlera des pratiques. On parlera des routines. On fera des exercices. On parlera des faits que nous sommes deux et comment pouvoir diriger tout ça par ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la voie du juste milieu, etc. Et tout ce que je vous partage, c'est en fonction de mon histoire et mon parcours. Ce n'est pas la vérité, mais c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc, on va voir si ça fonctionne. Très bien. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Leonardo Pelagotti, et j'ai fondé Inspire Potential. Donc, on a parlé des bains froids ce matin, on a parlé des respirations. Donc, effectivement, nous organisons des stages autour de la méthode Wim Hof et un peu plus loin. La méthode Wim Hof étant les socles. Ensuite, avec Élise, nous partageons la respiration en plus, les mouvements, les yogas, la méditation, les liens avec la nature. On va aller un peu plus loin dans tout ce qui est le potentiel humain. Et justement, la devise d'Inspire, c'est « Inspire, déploie ton potentiel ». Et voilà, c'est quelque chose qui nous avons à cœur, de pouvoir déployer ces potentiels. Et notre vision de la chose, c'est qu'effectivement, nous considérons notre potentiel comme quelque chose de relativement plus petit de ce qu'il est réellement. Au moins, c'est ce que j'ai vu sur moi et c'est ce que je crois. Donc, comment faire pour les déployer ? Et pour nous, la réponse, c'est la pratique. Donc, on le verra avec la conférence. Et c'est pour ça qu'on pratique des méthodes, des routines, des exercices, des disciplines avec joie. Et en aimant la pratique. Et effectivement, je suis coach de la méthode Wim Hof. Je suis coach du programme Oxygen Advantage. Je suis coach de l'Animal Flow. Je suis professeur de yoga. Je suis un ancien gymnaste au niveau national en Italie. Vous avez entendu mon accent. Et je suis aussi ceinture noire de Kung Fu Shaolin. Et puis, je plongeais dans le monde de la respiration il y a quelques années parce que je viens d'un univers des respirations dysfonctionnelles où je respirais très mal. Et donc, la respiration m'a beaucoup impacté positivement. Donc, j'ai étudié plusieurs méthodologies différentes et j'ai pu écrire 2 petits manuels, 2 petits livres par rapport à la respiration et partager ces exercices qui m'ont aidé. Voilà, j'ai accompagné quelques personnes depuis les 7 dernières années et c'était une très bonne aventure. Alors, tout ce que nous allons voir, c'est ce qui me motive, me passionne et dans tout ça, il y a toujours la pratique. Parce que, en faisant les liens avec ce que Pierre nous a dit ce matin, si nous ne mettons pas en action quelque chose qui nous vient activer, réveiller une nouvelle façon de penser, une prise de conscience, finalement, ça ne va pas servir à grand-chose. Et donc, j'ai décidé de commencer cette conférence avec un exercice de respiration. Je l'ai appelé la respiration de la gratitude. On pourrait l'appeler différemment. Et pendant quelques minutes, avec un fond de musique qui est petit à petit, on va lancer, on va respirer avec une respiration
fluide. Je n'aurai pas le temps de vous dire tous les détails, mais si vous connaissez la respiration yogique, vous mettez en place la respiration yogique. Si vous ne connaissez pas la respiration yogique, vous faites des inspirations qui sont fluides, amples, par les nez, et des expirations par les nez, sur un rythme que je vais vous donner au début, et puis vous allez compter dans votre tête, inspire 5 secondes et expire 5 secondes. Comme c'est la respiration de la gratitude, j'aimerais bien que vous puissiez, pendant ces quelques minutes, vous connecter à l'émotion élevée de la gratitude. La gratitude pour être là, ensemble aujourd'hui, pour être en festival, pour parler des choses passionnantes autour de qui nous sommes, ou la gratitude pour ceux qui vous souhaitez être en gratitude, mais à l'inspire et à l'expire, de pouvoir générer cette gratitude et de la faire diffuser à chacune de vos cellules. Et cela sera justement les moyens de créer une connexion, un lien entre nous avant de commencer avec la conférence. Donc on peut lancer la musique. Et je vous invite à vous installer en fermant les yeux. Vous pouvez bien détendre le front, les yeux, détendre la mâchoire. La langue est sur les palais, mais on ne serre pas les dents. La colonne est alignée avec la tête, mais nous ne sommes pas rigides. Ça circule au niveau des épaules, ça circule au niveau des poignets, du bassin, jusqu'aux chevilles. On peut faire monter une détente de l'intérieur, un léger sourire. Et on peut commencer en envoyant un signal de relax, de la tête aux pieds, le long de la colonne, avant de commencer cette respiration. Puis tous ensemble, on va inspirer pendant 5 secondes de façon profonde et on va expirer pendant 5 secondes de façon relâchée. En inspirant, on remplit pleinement, mais sans forcer. Et en expirant, on relâche tranquillement. Et inspire, l'air rentre fluide. Et expire, l'air ressort, libéré. Et encore inspire, l'air rentre tranquillement. Et expire, l'air ressort. Inspire, on remplit la partie profonde des poumons jusqu'en haut. Et expire, on relâche. Détend les épaules et les visages. Et encore inspire, du bas vers le haut. Et expire, on fait sortir. En étant conscient, on inspire, on observe l'air qui passe par nos 2 narines. Et puis on expire, on la libère, on lâche prise. Et encore inspire, l'air rentre comme de la soie et on expire, l'air ressort libre et encore inspire avec ces rythmes connectés et expire en modulant l'intensité, le volume et encore inspire, l'air rentre doucement et expire, l'air ressort. Et vous continuez avec ces rythmes. L'inspiration qui monte, l'expiration qui descend. Et je vous invite à compter dans votre tête. L'inspire pendant 5 secondes et l'expire pendant 5 secondes. Et à partir de maintenant, connectez-vous davantage à l'émotion élevée de la gratitude. À l'expire, cette émotion se propage, se partage. Et à l'inspire, cette émotion naît au centre de votre poitrine. À l'expire, elle diffuse dans chacune de vos cellules. Et à l'inspire, elle jaillit, elle s'anime, elle vibre avec une couleur, une note, une musique. Chacun la ressent de sa façon. Tout est juste et vous continuez à respirer. Encore quelques instants ainsi, des inspirations profondes et des expirations relâchées. À l'inspiration, c'est la gratitude qui augmente. Vous la pouvez percevoir au niveau de la poitrine. Mais elle se propage jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux pieds.
Et à l'expire, ça vibre, ça remplit. Vous ressentez peut-être en chaleur, vous voyez peut-être en couleur. Tous ensemble, en ce moment, vous êtes en train d'inspirer et expirer sur ce même rythme, sur ces mêmes notes, cette vibration de la gratitude. On est déjà en train de se connecter les uns les autres, et se centrer pour pouvoir rayonner ce qui est notre potentiel. L'inspire monte, elle est pleine mais fluide. L'expire est relâchée. Profitez de chacune de ces inspires quand elles remplissent et profitez de chacune de ces expires quand elles ressortent. Tout simplement, en inspirant, vous profitez de l'inspire et en expirant, vous profitez de l'expire. Et encore, en inspirant, profitez de l'inspire. En expirant, vous dites merci à l'expire. On va faire les dernières respirations ainsi. Merci, gratitude à l'inspire. Et merci et gratitude à l'expire. Totalement serein, détendu, aucune pression. Un accueil total de tout ce qu'on ressent, de tout ce qui se manifeste. Peut-être c'est calme, peut-être cette émotion nous porte plus loin. Les 3 dernières. Inspire, remplis gratitude dans la poitrine. Expire, on relâche, on détend. Et encore inspire. Expire. Et la dernière. Inspire. Expire. Et on revient à notre respiration normale. On prend un instant avant d'ouvrir les yeux. Et puis quand vous sentez prêt, vous pouvez réouvrir les yeux, peut-être vous étirer, faire quelques rotations avec la tête, faire quelques rotations avec les épaules. On vient de faire tout juste 5 minutes de respiration. Ça nous a probablement calmé, on pourrait dire endormi, ça nous a centré. La gratitude est une très belle émotion qui a une énergie très puissante et très importante pour nous. Je voulais commencer cette conférence avec celle-là. Et c'est une émotion que je pratique au quotidien, parce que la gratitude, c'est pratique aussi. Je la fais naître au quotidien. Et c'est une émotion que peut-être avant, je ne cultivais pas assez. Et pourtant, on va voir qu'on va cheminer vers les bonheurs aussi, dans la conférence, et que c'est important, la gratitude pour arriver au bonheur. Très bien. Donc, on commence avec mon histoire, parce qu'aujourd'hui, la méthode Wim Hof, la respiration Inspire Potential, on vient de lancer aussi une académie, l'Académie Inspire, pour former des coachs en respiration, mais ça n'a pas été toujours quelque chose qui faisait partie de notre vie. Moi, je pars de très loin et je voulais partager mon histoire avec vous pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivé là et peut-être trouver aussi des analogies, des liens avec votre histoire. Donc, les parcours avec l'hormèse, pour moi, commencent quand j'avais 5 ans. Quand j'étais tout petit, ma santé était très fragile. J'étais malade très souvent. J'étais un peu avec un épée, avec un fil d'argent. Et tout stress pouvait aussi me mettre un peu en difficulté. Et cela est bien sûr lié à mes conditions de naissance et mes soins médicaux qui ont été apportés dans mes premières années de naissance. Mais ça fait partie de l'histoire, donc on ne peut pas la changer. Donc c'était comme ça. Et à l'âge de 5 ans, j'étais un enfant très fragile. Plein de vie, ce que vous voulez, solaire. Je n'étais pas extrêmement malade, mais j'étais très très fragile. Donc j'avais des excès inflammatoires, j'avais des allergies, j'avais des problèmes avec l'asthme, et puis plein de petits soucis de santé par ici, par là. Et puis un jour, le destin fait en sorte que je rencontre l'hormèse
de sa façon la plus brutale. Et là, c'était vraiment une question des vies ou des morts, ces jours-là, parce qu'en me baladant avec ma famille en Italie, dans les montagnes, je suis mordu par un vipère. Et j'ai 5 ans et je suis tout petit. Zac. La vipère, petit mort comme ça, tout son bon venin, parce que je pense que c'est ainsi, c'était du bon venin. Mais à l'époque, un petit enfant comme ça, j'arrive à l'hôpital, je suis entre la vie et la mort. Et puis je passe la nuit, je passe la première journée plus critique et tout va bien. Je sors de l'hôpital après que cette vipère m'a mordu et je me sens très bien. Je me sens plein de vie, vraiment vital, et ainsi pendant 5 ans. Donc il y a eu cette rencontre avec cette vipère que j'en parle pas très souvent. Voilà, j'en parle pas très souvent de cette rencontre avec l'hormèse parce que c'est toujours un peu fort comme moment pour moi. C'est un peu comme une naissance à nouveau. Et après ça, c'est comme les Saiyans. Vous savez, dans Dragon Ball Z, moi aussi je suis passionné par les mangas. Un Saiyan, quand il fait un combat et risque sa vie, s'il ne meurt pas, il sera doublement plus fort après. Donc c'est vraiment les concepts de l'antifragilité. Et moi, ça m'est arrivé un peu comme ça. Cette rencontre m'a fortifié. Donc pendant 5 ans, je me sens très bien. Je suis solaire, vivant, plein d'énergie. Et tout se passe bien. Tout ce que j'entreprends, ça se passe bien. Je commence la gymnastique artistique pour canaliser mon énergie parce que j'en avais trop d'énergie. Je vais casser tous les meubles à la maison, je vais grimper partout. Et donc ma famille me canalise dans cette voie qui ensuite deviendra vraiment mon école pour former mon caractère, mon école de vie. Mais à l'âge de 10 ans, après 5 ans de magie, il y a à nouveau les choses qui changent. Et finalement, en développant les cerveaux rationnels, et en passant de l'enfant à l'adolescent vers une croissance donc, du cerveau et donc du changement des ondes cérébrales, en développant les ondes cérébrales bêta, finalement je tombe dans les bêta à haute fréquence, ça veut dire les stress, l'anxiété. Et je passe 8 ans très compliqués, où mon sport, qui était aussi mon école de vie, devient un peu un cauchemar, et toutes les compétitions deviennent des moments très difficiles pour moi, en fait en étant très très souvent malade, à chaque fois que j'étais stressé. Et donc, c'est quand même un parcours un peu difficile, mais je m'accroche. Et à chaque fois que je tombe, c'est un peu de persévérance, je me relève. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon ancrage était les mondes magiques des mangas. Moi, je pense que Dragon Ball Z m'a sauvé la vie. Donc, je forme mon caractère. Je développe une bonne discipline de vie parce que je m'entraînais 4 heures tous les jours. J'étais à l'école 6 heures, je faisais mes devoirs pendant 3 heures, j'ai dormi pendant 9 heures. Donc vous voyez qu'après, la journée est terminée. Et ça s'est répété. Je n'avais aucun vice, je ne faisais aucune sortie. Et c'est une période où je développe de la discipline, de la force du volonté, mais je m'enferme au niveau du cœur. J'ai aucune relation sociale, je ne sors pas et je ne connais pas les mondes. Je suis un bon gymnaste, un bon étudiant, j'ai des valeurs qui me poussent à chercher autre dans la vie, mais en fait, je ne sors pas de chez moi. Donc, c'est un peu compliqué. Ensuite vient l'époque de l'université, où je change de ville. Je ne peux plus continuer avec la gymnastique, parce que je n'avais plus des centres. Je commence les Kung Fu Shaolin, parce que j'ai été toujours attiré par la Chine, je ne sais pas pourquoi. Et je commence à faire du Kung Fu Shaolin jusqu'à l'âge pendant 5 ou 6 ans, et je deviens ceinture noire. Et c'est là où je fais ma première rencontre de façon inconsciente avec le monde de la méditation et de la respiration, amené par les mouvements dans les Kung Fu Shaolin. Mais je n'étais pas forcément très conscient. J'étudie ingénierie à l'université de Pisa, c'est l'université de Galilée. Et là, une machine à étudier, mais beaucoup de stress. Ma santé devient de plus en plus précaire, mais j'ai une bonne base. Je pense que j'ai une bonne base de départ, mais vraiment là, je ne suis pas très bien. Et pour réussir mes études, finalement, je deviens plus sédentaire, moins de mouvements. Les mouvements, jusqu'à ces moments-là, m'avaient vraiment sauvé. C'était mon pilier de la vitalité et de l'énergie.
Mais à ces moments-là, j'en fais moins. Je suis épuisé, clairement. Je dors mal, j'étudie beaucoup, je respire mal, j'ai de l'inflammation, des rhumatismes à l'âge de 21 ans, 22 ans, c'est anormal. Mais c'est aussi ma constitution qui fait ça. Et puis un autre événement qui me pousse totalement en dehors de ma zone de confort, je pars vivre au Danemark. Le Danemark, avant de partir, je ne connaissais même pas où il était situé exactement en Scandinavie, je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne. Je pars au Danemark faire mes études pour faire un deuxième diplôme d'ingénieur. Et à ce moment-là, je dois apprendre la langue, je dois connaître une nouvelle vie, une nouvelle culture, faire des nouvelles connaissances, étudier des nouvelles matières. Et étrangement, j'ai régné à nouveau. Tous mes soucis de santé disparaissent. Et finalement, totalement en dehors de ma zone de confort, j'ai une attitude face à cette partie de ma vie, des joies et des motivations et d'enthousiasme, et j'ai régné à nouveau. Ça, c'était les moments où j'explose, en fait, un peu des limites dans ma vie. À ces moments-là, un de mes amis danois, qui me prend un peu sous son aile, en voyant que j'étais un peu perdu, m'invite à commencer à m'entraîner avec lui au triathlon. C'est les moments où je découvre que c'est impossible pour moi de faire du sport aérobique. En ayant toujours fait de la gymnastique et en ayant une respiration totalement dysfonctionnelle, je ne peux pas faire du sport aérobique. Et donc, je peux courir 1-2 km, puis je dois m'arrêter. Je peux faire 5-10 km de vélo, puis je suis explosé. Et nager, bref. Et donc, je ne peux pas vraiment faire du triathlon, mais mon ami me lance un défi, un challenge, et je m'inscris à un triathlon sprint. Je m'entraîne pendant 3 mois, tous les jours, avec une discipline, en faisant attention à mon sommeil, à ce que je mange, en éliminant tout ce qui ne pouvait pas être bon pour moi. Et j'ai fait mon premier triathlon avec une extrême souffrance. J'arrive à la fin de ces triathlons sprint en 1h30, donc je ne suis pas très sprint, hein, mais je fais de mon mieux, j'arrive à la fin et je suis tellement KO que la fête de la fin en Italie, c'est la fête des pâtes. Je suis tellement fatigué que je n'arrive pas à manger les pâtes. Alors, je vais dormir direct, je peux réveiller le lendemain. Donc pour vous comprendre, j'avais vraiment des difficultés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en pratiquant ce que je vais partager avec vous et les techniques que j'utilise, après quelques années, j'aurais fait un demi-Ironman en 5 heures, en terminant avec les sourires, en étant totalement bien, et en conduisant 6 heures pour rentrer à Paris jusqu'à minuit, avec 12-15 entraînements au total. Donc ça a totalement changé. Comment aussi je pouvais vivre la relation au mouvement, mais surtout au mouvement aérobique. Après les Danemark, et notamment grâce à la respiration, tout ça. Après les Danemark, à nouveau, une autre sortie de ma zone de confort. Les coucous danois étaient très bien. Je décide de partir en Angleterre pour un parcours haut potentiel, HP, dans une entreprise qui demande une mobilité et une autonomie incroyable, en bougeant tous les mois, en changeant de poste, de ville, des métiers. Et en fait, je ne connais pas l'Angleterre. Donc j'arrive en Angleterre, j'achète une voiture, je commence à chercher des maisons et je change de poste. Et encore là, je ne connais personne. En ayant un peu à nouveau tout quitté. Et à nouveau, c'est un moment un peu compliqué. Moi, je pense que c'est la nuit obscure de l'âme, pour ce qui me concerne, à ce moment-là. Mais c'est aussi une période de mise en cause et des transformations importantes qui permet aussi des rencontres importantes, comme la rencontre avec ma femme Élise, qui est là. Très important. Ensuite, je vais vivre à Paris, en France. C'est l'occasion de déménager ensemble. Et à nouveau, je dois apprendre les français. J'apprends les français sur l'État, au travail. Et je fais une nouvelle vie dans une ville qui est super, mais aussi stressante. Et là, tous les problèmes de santé reviennent. Et là, c'est l'anxiété, le stress, l'inflammation. Et je ne suis pas forcément au top de ma forme, même si, à ces moments-là, j'ai pensé être pas mal. En fait, quand je me regardais, je me disais, je suis sportif, j'ai un bon métier, je vais foncer dans ma vie. Je pense que je dois être à 90% de mon potentiel. Je ne suis pas loin. Faut juste... Aujourd'hui, quand je me regarde,
Je ne sais pas vous dire à quel pourcentage, parce que ça reste toujours un mystère. Mais ce que je sais vous dire, c'est que peut-être je n'avais pas dépassé les 0,1%. J'étais vraiment très loin. Mais bon, comme on disait, on doit un peu s'extraire pour pouvoir vraiment regarder les choses de façon réelle. À Paris commence la période des découvertes. Je rencontre un collègue qui a été un déclencheur important dans ma vie, Alex. Un jour, il me donne un livre, La méthode Wim Hof. Je regarde ces livres. Bon, d'abord, je ne suis pas intéressé. Je ne l'ai pas lu pendant des mois. Et puis, j'ai commencé à pratiquer. Et c'est grâce à la méthode Wim Hof que j'ai pu découvrir un monde que je ne connaissais pas. Par la méthode Wim Hof, je découvre d'autres techniques de respiration, puis d'autres techniques de méditation, puis d'autres techniques de mouvement, puis d'autres techniques pour gérer les émotions. Et en fait, c'est ma période de découverte, c'est ma renaissance. C'est ma renaissance, je commence à faire ça à côté, puis ça transforme mon quotidien, et puis je quitte mon métier d'ingénieur, et je vais vivre dans les Cantal, où on habite maintenant, dans un chalet en montagne, à 1500 mètres, en dehors de toute ville, pour donner pleinement mon énergie et mon temps à Inspire Potential, et organiser ces stages, voilà, où on fait des bains froids, des respirations, tout ça. Et ça, c'est à l'âge de 32 ans. Ça, c'est mon histoire pour vous donner un peu la vision de d'où je pars et comment j'arrive jusque-là. Et dans tout ça, effectivement, la sortie de sa zone de confort a été pour moi un levier de croissance très important, même si des fois, il n'était pas souhaité. Clairement, des fois, je n'ai pas souhaité cette sortie de confort. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais encore? Je voulais maintenant parler de la maîtrise de soi. Quand on parle de la maîtrise de soi, ça veut dire peut-être plein de choses pour vous, mais pour moi, une chose importante à mettre en avant quand on parle de maîtrise de soi, c'est le fait qu'on doit comprendre de qui on parle. La maîtrise de qui? C'est qui soi? Parce que si on veut maîtriser les soi, on doit connaître les soi. Sinon, ça va être difficile de maîtriser quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pour comprendre cela, et Pierre nous avait parlé de ça aussi ce matin, je pense qu'une analogie que je veux vous passer, c'est l'analogie du petit chien avec son maître. Et ces soi, on peut bien les diviser en deux. En fait, nous pouvons dire qu'il y a un petit soi et un grand soi. Un petit soi qu'on pourrait dire c'est un petit chien, fidèle, sympa, un chiot vraiment adorable, mignon. Et les patrons de ces chiens. Et on pourrait appeler dans l'histoire les petits chiens Cookie et les patrons avec notre nom, à l'occurrence Leonardo. La partie petite, les petits chiens, c'est la partie instinctive, animale. Elle n'est pas mauvaise, elle a ses caractéristiques. Et puis la partie qu'on pourrait dire c'est les patrons, les maîtres de l'animal, c'est la partie la plus accomplie de nous-mêmes. Peut-être celle qui retient plus de sagesse, si on veut. Ok, elle sait qu'est-ce qui veut dire à vivre en vertu, si vous voulez. Les deux sont ensemble, en fait. On ne peut pas les diviser, mais c'est vrai que si on mettait aux manettes les petits chiens pour guider les patrons, ils seront tout le temps sous les canapés à manger des croquettes, tous les deux. Donc on a besoin que ce soit la partie, les maîtres, un peu plus accomplis, un peu plus avancés dans l'histoire, qui puissent diriger les petits chiens. Et pour faire ça, il y a quelque chose d'important à mettre en place. C'est la notion du retard de la gratification. Si on veut diriger les petits chiens, on a besoin de retarder la notion de gratification tout de suite pour mettre en place quelque chose qui est de la vision du long terme et des bienfaits du long terme. Parce que sinon, vraiment, les petits chiens, ils les veulent tout de suite. Je veux manger, me reposer, etc. Pour faire ça, nous avons besoin d'apprendre au petit chien de faire quelque chose pour ensuite lui donner les croquettes. Et c'est là, on pourrait l'éduquer. L'éduquer du mot educere, en latin, c'est l'éducation, c'est l'élévation. Donc, on a besoin de s'élever, en quelque sorte, pour pouvoir mettre en retard la gratification immédiate et poursuivre une vision plus long terme qui nous amène ailleurs.
Mais c'est toujours une notion d'équilibre. Parce que si on n'a jamais des gratifications et on en est toujours à retarder cela, les petits chiens vont être frustrés. Et donc, on doit mettre en place cela avec une notion d'équilibre, de justesse, qu'on pourrait aussi qualifier d'homéostasie en quelque sorte, pour revenir au centre. Mais on en sort à nouveau, mais on revient quand même. Donc, c'est la notion du deuxième degré dans l'espace-temps. Et on pourrait dire que l'espace-temps n'existe pas vraiment, qu'il dépend plutôt de nous et de comment nous nous positionnons au niveau de notre vision du temps. Donc, retarder quelque chose, finalement, ça peut être difficile ou facile en fonction de comment on se positionne par rapport à la chose. Et si nous prenons l'analogie d'un capitaine, d'un navire, ça pourrait être similaire à pouvoir diriger toujours son navire indépendamment du vent, des marées et du courant. Et donc d'être pleinement maître et capitaine de la direction qu'on veut donner à son navire et ne pas se faire guider par son navire. Et si je me rappelle bien, c'était Platon qui parlait dans les banquets de l'analogie des deux capitaines de ces deux navires. Il y avait un noble marin qui en 7 jours part du port en naviguant contre courant, marée et vent. Il arrive au port de destination et d'un autre marin qui prend son bateau et qui s'y fait porter par les vents et les marées et les courants et qui après 7 jours, il arrive au même port du départ, ainsi ayant tourné un rond. Et la notion de pouvoir se diriger, c'est aussi la notion de savoir s'obéir à soi-même. Et ça demande de la discipline. Mais ce n'est pas une discipline sévère, sec, dure. C'est une discipline d'amour par soi-même. En fait, pour moi, c'est un concept important. C'est que toute cette relation des binômes entre l'animal et les maîtres, entre les petits sois et les grands sois, et les pouvoir se diriger et de retarder ce qui arrive dans ces moments qui nous embarquent, c'est les circonstances, c'est les contraintes de la vie, demande une notion d'amour par rapport à soi-même. Bien, maintenant je voulais vous parler de ce qui est pour moi la contrainte. Alors les stoïciens, on en parle souvent, Marc Aurèle, ils ont beaucoup parlé de la maîtrise de soi, de s'obéir, de la discipline, de la contrainte, de la zone de confort. Et c'est vrai que les stoïciens me parlent parce qu'ils étaient à Rome, mais parce qu'en fait, finalement, ils pratiquaient ces mêmes exercices que moi j'enseigne aujourd'hui, mais avec un objectif différent. C'est celui de construire en soi un endroit imprégnable, un rocher inébranlable au milieu de la mer, qui ne se fait pas balader par les courants ou les vagues. Et Marc Aurèle, Épictète ou autres parlaient beaucoup de la relation à la contrainte. Alors, il y a 2 types de contraintes. On a parlé aussi ce matin avec Pierre. Il y a une contrainte intérieure, c'est une contrainte assumée. C'est une contrainte qu'on a choisie, c'est une contrainte qu'on décide d'affronter. Et il y a une contrainte qu'on pourrait définir comme extérieure. C'est une contrainte qu'on n'a pas choisie, qui ne vient pas de nous, qui n'est pas souhaitée peut-être à ces moments-là de notre vie, et donc que nous pouvons peut-être subir des fois. Alors il y a ces 2 types de contraintes, et pour s'entraîner à vivre les contraintes qu'on n'a pas choisies, c'est bien plus simple de commencer à s'entraîner en choisissant de se donner des contraintes. Et c'est ce qu'il nous disait Pierre ce matin. Et c'est ce que moi aussi je pense totalement. Se donner des contraintes, ça veut dire peut-être faire des exercices, peut-être faire des pratiques, se challenger. Et c'est pour ça qu'en fait, cette occasion pour moi de parler de ça, c'est une très belle contrainte, mais c'est une très belle opportunité en fait, pour grandir et apprendre de nouvelles choses. L'effet de se donner des contraintes intérieures qu'on choisit, et l'exemple c'est faire une douche froide, faire un exercice de respiration, sauter un repas, faire un exercice physique, choisir ses émotions, etc. Ça demande de changer des habitudes. Et ça demande, et ça permet de créer des nouvelles habitudes. Mais ça aussi, comment on le fait, c'est extrêmement important. Parce qu'on ne va pas, d'un jour au lendemain, se réveiller et changer tout. On va les faire petit peu à la fois, 1% à la fois. Et
1%, c'est indicatif, ça peut être 4%, 5%, 10%. En fonction de quoi? Quelqu'un pourrait dire en fonction de sa capacité adaptative. Pour sortir et revenir au centre, et donc finalement, ça nous rapproche bien aussi à la notion de l'hormèse, en quelque sorte. Une chose qui est fondamentale, quand on fait ça, quand on se donne des contraintes, quand on sort de sa zone de confort finalement, c'est d'adopter une attitude mentale positive qui nous puisse permettre de les faire. Parce que l'attitude mentale de subir la contrainte, c'est justement ce qu'on veut entraîner à éviter. En fait, tout l'entraînement pour vivre les contraintes, c'est entraîner l'attitude mentale qu'on génère au moment où la contrainte arrive. Pour toujours avoir une attitude mentale positive. La question que je me pose est, est-ce qu'on peut être capable de créer une attitude mentale de gratitude face à une contrainte inattendue? Est-ce qu'on peut dire, quand quelque chose arrive, qui est difficile, qu'on ne veut pas, c'est où les cadeaux dans tout ça? Mais il faut s'entraîner. On ne va pas les faire comme ça. Mais si on apprend par exemple à générer de la gratitude dans un bain de glace, si on apprend par exemple à être serein, en joie quand on fait des apnées, si on apprend à jeûner et se remplir d'autres choses, ce sont peut-être des outils qui vont vous rendre antifragile ou alors plus résilient, si vous voulez. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle dans la science l'adaptation croisée, la crossover adaptation, c'est justement ça. Pratiquer des exercices qui nous permettent d'avoir la même réponse à des choses qui arrivent dans la vie, qui ne sont pas souhaitables, comme les bouchons, les trafics, les stress au travail, un mail qu'on n'aime pas, ou quelque chose qui finalement on ne veut pas. Et si on peut avoir cette même attitude mentale positive, comme quand on faisait une douche froide, comme quand on faisait un entraînement physique, c'est gagné. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas banal. C'est vraiment un entraînement, on les construit. Et maintenant, je vais vous parler d'aventures, des risques et des zones de confort. Donc là, dans cette image, je prépare un banc de glace pour mes stagiaires dans un stage en montagne. Donc je rentre dans les lacs, je découpe la glace, je la déplace, et je vous avoue que si ce n'était pas par amour pour mes stagiaires ou par sens des responsabilités, je serais plutôt en train de râler parce que ça prend très longtemps, ça. Alors, au fur et à mesure du temps, je me suis un peu équipé avec un scie à glace, et peut-être des bottes pour essayer de ne pas me couper de partout, ou alors des gants, mais des fois, ça peut prendre une demi-heure, une heure, c'est long. Et donc là, je suis bien en dehors de ma zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'est le confort? Et pourquoi nous aimons autant les conforts? Parce que nous aimons les conforts. Et c'est aussi bien d'aimer les conforts. Mais en fait, nous sommes programmés. Nous sommes programmés au plus profond de nous-mêmes par les lois de la thermodynamique que la biologie a suivies, à suivre les conforts et la voie de moindre énergie, de moins perte d'énergie. Pierre nous a parlé ce matin d'entropie, nous a parlé de ça aussi. Donc en fait, nous sommes programmés pour ça. Nous avons un programme en place qui est « cherche les conforts ». Il est subconscient, il est tout le temps actif. Nous avons un énorme besoin de pouvoir les reconnaître quand ils s'activent pour dire « est-ce que c'est le moment de répondre à ces besoins? Est-ce que c'est le moment de donner des croquettes parce qu'il est chaud les demandes? Ou est-ce que c'est le moment de poursuivre sa route et retarder cette activation des programmes ?» C'est ça, ce qui est l'inconfort et les conforts. Donc, c'est finalement aller au-delà de la survie pour rechercher une évolution. Et l'évolution, c'est une loi du vivant. On en a parlé aussi ce matin, c'est incroyable, plein de choses qu'on voit à nouveau, comme ça rentre. Mais nous sommes aussi programmés pour évoluer, autant qu'individus, autant que tribus, autant qu'espèces. Donc il y a un autre programme que nous pouvons suivre si nous acceptons de les mettre en place. Mais cela dépend de nous. Et pour faire cela, il y a une notion importante, c'est de partir à l'aventure et accepter les risques de quoi? De l'inconnu. L'inconnu, ça fait très peur. Et on a parlé ce matin avec Pierre. L'inconnu, c'est peut-être ce qui fait plus peur parce qu'on doit changer. Des fois, ou souvent. Et en fait, quand on doit changer, faire face à l'inconnu, et c'est nouveau, ça fait presque plus peur que la mort en elle-même, que les pires scénarios. Et donc, on est d'emblée arrêté et freiné
pour ne pas changer, parce qu'on ne les connaît pas, et on se dit, et si c'est pire après? Mais c'est une posture fondamentale de pouvoir se dire, je dois vivre en quelque sorte l'aventure de ma vie, et je dois accepter une partie des risques pour pouvoir quitter cette petite zone de tranquillité dans laquelle je suis pour évoluer, parce que sans ça, il n'y aura jamais les déploiements de mon potentiel. Et je pense qu'il y a une chose que vous avez compris ce matin dans la conférence de Pierre, dans l'ouverture, c'est qu'on ne peut pas déployer son potentiel dans sa zone de confort. Dans sa zone de génie, oui, mais pas dans sa zone de confort. Il y a toujours besoin d'un stimulus extérieur qui puisse générer une activation interne par des hormones comme l'adrénaline, la dopamine ou autre chose, qui puisse activer notre énergie pour déployer cela. Et dans mon histoire, pour moi, c'est évident que c'est à chaque fois où je suis sorti clairement de ma zone de confort, où je n'avais plus les repères d'avant, que j'ai enfin dit, je me reconnecte à mon véritable essence, je sais qui je suis maintenant parce que j'ai perdu des repères qui m'ont limité, avec des croyances limitantes liées à une culture, à une ville, à ce que j'ai fait dans le passé, et je peux enfin changer. Je peux changer pour devenir qui suis-je véritablement. Et ça, c'est l'inconnu, parce qu'on ne le sait pas tout de suite. On doit le découvrir. Alors, quelqu'un peut-être ici a plus de capacités à connaître déjà qui est vraiment, qui suis-je. Mais généralement, c'est compliqué d'avoir la réponse comme ça. Ça demande un parcours. Donc, pour élargir cette zone de confort, parce que finalement, la petite zone de confort va devenir petit à petit plus grande, la notion de base qui va nous pousser à cette aventure, c'est l'enthousiasme et le courage. Et le courage, c'est une vertu importante, mais pour moi, le courage, ça veut dire agir avec les cœurs. Donc, il y a une notion, là, d'amour qui est importante dans tout ça. Et je suis intimement persuadé qu'aucune discipline et qu'une force de volonté toute seule peut suffire dans cette quête, en fait, qui est le déploiement de son potentiel, sans amour d'abord pour soi, puis pour les pratiques que nous faisons, et ensuite envers la nature et les autres. Alors, c'est peut-être un peu abstrait, cette notion d'amour, mais c'est quelque chose sur laquelle je travaille, j'ai beaucoup travaillé avant, parce que j'avais vu la dichotomie entre une vie, si vous voulez, virtueuse sur les papiers, mais sans cœur. Comme je vous disais, éloigné de toute vraie vie et dans une discipline un peu serrée. Et je pense que c'est très stérile. Donc, la justesse dans tout ça. La justesse pour pouvoir justement être dans les courages, dans l'aventure, dans les risques, dans les changements, en dehors de sa zone de confort, mais avec amour pour soi. C'est vraiment une voie de juste milieu. Parce qu'il y a une ligne très fine entre l'amour pour soi, le fait de se respecter pour évoluer, et en fait de se faire mal pour se faire mal. Ou alors de se préserver dans le confort à tout prix. Il y a deux excès. La voie du juste milieu, c'est une voie importante. Dans plusieurs traditions, on parle des voies du juste milieu. Avec le temps, on peut développer des pratiques et des disciplines en autonomie. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'ai trouvé plus simple pouvoir être guidé par ce qu'on pourrait appeler un mentor ou un maître ou des compagnons qui s'entraînaient avec moi. Mais dans les temps, c'est important de développer une notion d'autonomie, une notion d'autonomie intérieure par rapport à tout ça. Et ne pas être poussé tout le temps par l'autre à devoir se mettre en place dans cette situation-là. À chaque fois qu'on développe notre autonomie, nous réveillons en nous les souvenirs endormis de notre potentiel latent. Parce qu'en fait, on s'en rappelle, mais c'est endormi. Et en fait, avec le temps, on peut réveiller les souvenirs de ça en nous. Et quand on réveille les souvenirs de ça en nous, la matière s'anime. Il y a quelque chose de puissant qui se crée. Alors, je voulais partager avec vous une vieille légende hindoue, justement, qui parle du potentiel de l'homme, et eux, ils parlaient de la divinité cachée dans l'homme. Et dans cette histoire, il y a Brahma qui réunit tous les dieux des mineurs,
Et il lui dit, l'homme est devenu très puissant. Et je pense qu'on a besoin de limiter un peu son pouvoir avant qu'il n'abuse, parce qu'il n'est pas encore très sage. Alors, on a besoin de trouver ensemble un endroit pour cacher son potentiel ou sa divinité. Alors, les dieux mineurs, ils disent, très bien, on va creuser au plus profond de la terre et on va cacher la divinité de l'homme et son potentiel, et il la trouvera jamais. Et Brahma a dit, non, ils vont creuser, ils vont attendre les profondeurs de la terre et un jour découvriront leur potentiel. Alors notre dieu mineur dit, on va les jeter dans l'océan les plus profonds. Et au fond de l'océan, jamais ils seront capables de plonger et les récupérer. Mais un autre dit, mais un jour, ils arriveront aussi au plus profond des océans et ils les trouveront. Alors Brahma dit, je sais où on va cacher la divinité de l'homme. On va la cacher au plus profond de lui-même, parce que là, jamais il regardera. Et depuis toujours, l'homme creuse la terre, plonge dans les océans, vole jusqu'au ciel pour chercher quelque chose qui est caché en lui-même. Et cette légende hindoue est très parlante pour moi, parce que dans tout ça, dans toute cette aventure, où on se transforme des victimes des contraintes à héros de soi-même, très rarement, on regarde vraiment en soi pour déployer les potentiels, et nous allons plutôt regarder à l'extérieur pour chercher des moyens. Et là, je vous demande de changer des visions du monde, de changer des paradigmes. Parce que si nous voulons déployer notre véritable potentiel, ça veut dire en fait devenir qui nous sommes, mais qui nous sommes vraiment, pas ce que nous pensons d'être. C'était Pierre, non, qui disait « nous sommes ce que nous pensons ». On a besoin de changer des paradigmes et voir le monde autrement. En fait, la question c'est qui on s'autorise à être. Ça, c'est la question. Parce que c'est nous qui décidons quelle pièce de théâtre on va jouer dans la vie. Est-ce que nous nous autorisons à suivre, par exemple, nos rêves? Ou est-ce que les rêves, c'est quelque chose d'enfoui et nous n'avons pas les droits de l'attendre? Parce que nous jouons tous une pièce de théâtre dans cette vie. On pourrait ici se dire qu'on est dans un théâtre et chacun est un personnage de cette histoire. Et quel personnage vous avez choisi de jouer? Parce que quand vous avez choisi ces personnages, vous allez les jouer. Et personnalité vient du mot persona, qui en grec signifie masque. Vous avez mis un masque, vous avez choisi d'être un personnage. Mais quel personnage vous avez choisi de jouer dans cette vie? Est-ce que vous avez choisi un personnage qui suit ses rêves? Ou est-ce que vous avez choisi un personnage qui suit ses moyens? Et ça, c'est un changement de paradigme total. Total. Ça change tout. Est-ce que je fais ce que je peux parce que mes moyens sont ça? Ou est-ce que je vais développer la façon d'y arriver? Je vais développer quelque chose de nouveau à moi pour suivre ce qui pour moi est ma finalité dans cette vie. Ça demande un changement de paradigme parce que les mondes dans lesquels nous vivons nous formatent pour suivre des moyens. Je vais avoir un diplôme. Je vais ensuite trouver un boulot. Je vais ensuite gagner un salaire pour acheter une maison, une voiture et ensuite attendre la retraite. Et ces modèles-là, c'est un modèle qui nous met de plus en plus à disposition des moyens dans notre vie pour justement chercher plus de confort. Mais dans tout ça, si on a bien compris que finalement, on veut plutôt sortir de notre zone de confort, peut-être ces modèles de la recherche des moyens pour avoir plus de confort ne nous intéressent pas. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir qui nous sommes, quel est notre potentiel, et qu'on va enfin sortir de ça pour accomplir ce que pour nous est un rêve et une finalité de vie. Et ça, c'est basculer notre vision du monde. Et ça fait peur, parce qu'on doit changer et on doit faire face à l'inconnu, et on doit aussi aller contre-courant. Et je me suis un peu confronté à ça dans les dernières années, en quittant un super poste d'ingénieur, dans une super boîte, dans un parcours HP, et tout le monde me demandait « Mais pourquoi tu fais ça? Pour faire des bains froids? Et à quoi ça sert ?» Et en fait, non, je ne fais pas tout ça pour faire des bains froids.
J'ai fait tout ça pour devenir qui suis-je. Et en fait, je deviens qui suis-je en faisant ces pratiques plutôt qu'en faisant ce travail qui était mon travail. Marc Aurèle, à la fin de sa vie, il a senti sa vie arriver à la fin et il a rapproché ses proches, justement, et il lui a demandé une question. Il était dans les lits, il était mourant et il leur a demandé « Est-ce que j'ai bien joué ma pièce de théâtre? Est-ce que j'ai bien été l'empereur des Roms que je devais être ?» Et Marc Aurèle était un exemple d'oubli de soi-même pour don à l'autre, est vraiment un exemple pour les stoïciens et pour les restes aussi dans l'histoire. Donc il a vraiment bien joué son rôle. Et sa famille lui a dit, oui, tu as bien joué ton rôle. Et Marc Aurèle s'est levé et il a dit, maintenant, applaudissez. Et il est mort comme ça. Pour lui, c'était vraiment choisir d'incarner un personnage et de le faire jusqu'au bout. Il avait totalement basculé les notions de ce qui on doit et on ne doit pas pour suivre ce qui était pour lui juste. Pour la justice, c'est une valeur importante aussi pour les stoïciens et les romains. Et donc, il est devenu le personnage qu'il avait choisi d'incarner. Mais il n'était pas tout de suite, même s'il était jeune empereur. Il a appris, il s'est formé, il a éduqué sa partie de soi pour y arriver enfin. En mettant à disposition de son maître intérieur, son petit chien, ce qu'il avait à disposition. Il a eu une très bonne éducation. Si nous faisons ça, si nous allons incarner les justes personnages, nous allons être authentiques. Et quand nous sommes authentiques, c'est là où notre rayonnement sort vraiment. Et c'est là où on se sent à sa place. Et si nous ne sommes pas authentiques, ça va sonner faux et on ne va jamais trouver sa place. Alors maintenant, je voulais vous porter vers ce que pour moi est une clé d'union, le développement personnel et spirituel. On ne peut pas juste développer sa personne, on doit aussi développer son être intérieur, son soi, quelque chose qui va au-delà de la matière, parce que nous sommes matière et énergie. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de doute que la matière est aussi énergie, et vice-versa. Donc on ne peut pas avoir une logique d'exclusion par rapport à ça. Et la question c'est, si on veut développer donc cette partie, la question qu'on doit se poser, c'est qui suis-je et qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Cette question-là est la base. Quand on se pose cette question la première fois, ça peut être évident de répondre je suis Leonardo, j'ai 34 ans, je fais ça, et j'ai fondé Inspire Potential. Mais ça, c'est pas qui suis-je. Donc quand on se pose cette question qui suis-je, c'est hautement inconfortable. Ça nous sort totalement de notre zone de confort. Si vous voulez vous donner un challenge, un défi, vous posez cette question et vous essayez de lui répondre. Qui suis-je? Et vous allez voir que c'est très inconfortable. Parce qu'on n'a pas peut-être tout de suite la réponse, ou la réponse complète en tout cas. Et qu'est-ce que je dois faire de tout ça dans ce monde? Et quand je dis dois, c'est quelle est ma mission en fait dans tout ça? Si vous croyez avoir une mission. Quand nous sommes nés avec un tempérament, voilà, en fonction de la naturopathie, Hippocrate parlait des 4 tempéraments, l'Ayurveda, elle parle des constitutions, vous comprenez, on peut être colérique, sanguin, voilà, on peut être Pitta, Vata, on est né avec ça, et on ne doit pas changer, vouloir changer son tempérament. Son tempérament est quelque chose d'inné, instinctif, impulsif animal, qui est là comme base. Mais ce que nous devons essayer de faire, c'est de développer en plus que ça, un caractère qui les complète, ces tempéraments, et qui est éduqué avec des valeurs et des choses qui pour nous sont importantes, nous permet de créer un individu, une personnalité accomplie. Et individu, du grec, indivisible, c'est justement quelqu'un qui est uni en soi. Il n'y a pas de séparation en soi entre une chose que je rêve, une chose que je fais, une chose que je pense, une chose que je dis. L'individu a une personnalité accomplie d'un caractère plus un tempérament. Mais comment, en fait, on peut former son caractère? Moi, je vous dis, pour moi, la gymnastique a été ma première école de vie, a forgé mon caractère.
On peut penser à la formation du caractère comme la trempe de l'acier incandescent dans l'eau froide pour former l'acier d'une épée, d'une katana très forte. Et donc, ça demande un petit travail. Et la formation du caractère, selon les philosophes grecs, demandait l'expression des vertus dans son quotidien. Ça veut dire qu'une fois qu'on sait ce qui est bon, on doit aussi le faire. Une fois qu'on a compris dans notre tête ce qu'on doit faire, on va aussi le faire. C'est justement mettre en action pour transformer l'environnement et soi grâce à ce qu'on a compris et on sait qu'on doit faire. Ça, on forme le caractère. Et quand je parle des vertus, oui, on a dit les courages, on a parlé de sagesse, on a parlé des tempérances, on a parlé de justice. Vous pouvez mettre toutes les vertus que vous voulez dedans, mais en fait, quand on parle des vertus, ça veut dire des gestes quotidiens, ça veut dire des pratiques, ça veut dire des habitudes, ça veut dire des routines. On ne peut pas former son caractère et accomplir sa personnalité, son individu, en faisant de temps en temps quelque chose de bon et appuyer ensuite ce qu'on a l'habitude de faire et pas forcément sans y réfléchir. Donc on a vraiment besoin de faire ça de façon régulière et constante, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui des routines. La routine du matin, la routine du soir. Quelles sont tes habitudes? Comment tu te transformes par les habitudes? Parce que c'est juste ainsi qu'on pourra ensuite atteindre un plus grand but. Justement, s'animer pour atteindre un plus grand but. Alors, voilà, j'ai fait rigoler, j'ai mis Goku qui médite, qui pour moi était un exemple de quelqu'un qui vivait monde intérieur et monde extérieur, études des pratiques, travaille sur soi pour aider les autres, un avatar, si vous voulez, vraiment pour aider les mondes. Et là, c'est la notion des... Comment on peut mettre en place tout ça dans une vie pour que notre vie soit à la fois pratique et philosophique? Comment on peut apprendre ces choses dans ma tête, dans une conférence, et ensuite transformer ma vie avec ça? Parce que c'est tellement beau quand je l'entends, mais c'est tellement dur quand je dois l'appliquer. Et donc souvent, ce qui m'arrive, c'est que j'entends quelque chose, et je dis oui, je le ferai, et je ne le fais jamais. Alors, dans le bouddhisme, dans les yogas, dans les stoïciens, il y a quelque chose qui est fondamental pour arriver à devenir soi-même et à déployer son potentiel, parce que le potentiel est en soi, c'est ce qu'on appelle les sadhanas. Les sadhanas, on pourrait dire, c'est la pratique dans la vie de tous les jours, ou les moyens d'accomplir quelque chose, si on veut voir plus littéralement. C'est en fait faire de son style de vie une pratique. C'est de faire ses pratiques, son style de vie. C'est de devenir ce que nous pratiquons, devenir quelqu'un qui pratique. C'est devenir quelqu'un qui ressent la gratitude. C'est devenir quelqu'un qui veut respirer, faire des exercices de respiration. C'est quelqu'un qui veut être en lien avec la nature. C'est pas s'imposer des exercices, c'est devenir quelqu'un qui. Et c'est en devenant quelqu'un qui on est devenu et qui on a donc changé et qui on s'est donc transformé. Donc la pratique, c'est juste les prétextes pour se transformer et pas la fin en soi. Chose que des fois pourrait aussi un peu devenir un moyen. En fait, on ne se réveille pas chaque jour pour aller au travail ou faire nos pratiques. On se réveille chaque jour pour accomplir l'essence de sa vie. Mais les pratiques sont le processus qui nous permet de les faire. Mais ce n'est pas la finalité non plus. Je ne suis pas né pour faire des bains de glace, je ne suis pas né pour faire des exercices de respiration, mais je vais utiliser cela pour me transformer comme un processus, un petit peu à la fois, tous les jours. Dans les stoïciens, dans les yogas, dans le bouddhisme, dans les arts martiaux, dans toutes les traditions anciennes, il y a un point en commun qui est prêter attention à la concentration, là où on met notre énergie. Parce que c'est là où on place notre attention, c'est là où on place notre regard, c'est là où on place notre concentration, c'est là où on met notre énergie. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément de distractions. On peut penser aux distractions des réseaux sociaux, qui nous font passer 1 heure devant notre smartphone et on ne s'en rend pas compte. Mais on peut penser à plein d'autres distractions parce que le monde donne beaucoup d'informations, beaucoup de possibilités, et on est un peu perdu dans ces mondes et en fait on va dans tous les sens.
Et on tourne en rond, comme les capitaines de navire, qui après 7 jours, est revenu au point de départ. Dans toutes ces traditions, donc, on commençait par des exercices où on plaçait notre attention quelque part pendant un certain temps pour éduquer les petits chiens à rester assis. On lui disait assis et les petits chiens faisaient assis. Parce que si on ne peut pas faire ça, parce qu'on a compris que les petits chiens c'est nous, que nous on est deux, on a ces deux parties. Si les maîtres ne peuvent pas dire aux chiens reste assis et les chiens vont partout, ça va être difficile de l'éduquer et ça va être difficile d'aller quelque part ensemble. Et en fait, les maîtres ne peuvent pas aller quelque part sans les chiens et les chiens ne peuvent pas aller quelque part sans les maîtres. Nous avons donc besoin, comme première chose, de développer notre capacité de concentration volontaire. C'est pas si facile que ça, mais on commence par ça. Et donc, on commence par où, cette attention-concentration? Eh bien, moi, j'aimerais bien vous dire qu'on commence par sa propre respiration. Et je m'appuie sur les premiers discours que Bouddha a fait sous les Bodhitri à ses disciples, en parlant de l'Anapanasati, qui était la pleine conscience de la respiration. Il a dit, avant toute chose, avant tout enseignement, avant d'être déjà en méditation contemplative et capter la sagesse, il faut être capable d'observer sa respiration. Alors, ça a l'air tout simple, mais c'est le point de départ. Et les exercices d'observation de la respiration, donc des respirations conscientes et des consciences de la respiration, sont notre socle, que bien sûr on peut compléter avec d'autres pratiques, mais à mon avis c'est notre socle. Alors en vous disant cela, je vous propose maintenant une pratique pour éviter de tous s'endormir. Et on va faire 2 exercices de respiration et on va faire la respiration katana. La respiration katana, c'est un enchaînement des techniques de respiration mis dans un seul geste que moi j'ai mis au point moi-même pour m'entraîner à la respiration et que finalement je trouvais assez intéressant et qu'un de mes mentors a ensuite intégré dans son programme dans l'Oxygen Advantage. Donc la respiration katana, je vais vous guider dans un premier enchaînement simple, facile, et dans un deuxième enchaînement difficile. Et cela est volontaire, pas pour vous donner un examen et pas pour vous juger, mais pour mettre aussi en place et en pratique tout de suite ce dont on vient de parler. La sortie de confort, la maîtrise de soi, l'attitude mentale face à ce qui vient que je n'ai pas souhaité, de pouvoir aussi placer notre concentration sous les souffles et de voir qu'en fait nous sommes deux. Et nous avons les corps qui va dire une chose et les mentales qui vont dire une autre. Et puis on peut voir aussi quelle relation elle se place. Et dans ces exercices de respiration, cela est très évident. Donc je vous invite à faire ces 2 exercices en étant tranquille, qu'il n'y a pas d'examen, et je ne vais pas vous juger par rapport à vos résultats, mais avec l'objectif d'observer tout ça, tout ce dont on vient de parler, dans cet exercice de respiration, si ça vous va. Donc les premiers exercices qu'on va faire, on va le faire avec une petite musique de fond qu'on peut lancer. On va commencer par des respirations profondes et complètes que je vais vous guider, puis ce qu'on appelle la respiration géante, que je vais vous guider, et puis on va faire une apnée poumon vide. Je vais donner un temps. Bien sûr que si vous devez respirer avant, vous pouvez le faire. On va inspirer lentement, la maîtrise de sa respiration. On va faire une autre apnée poumon plein, puis on va expirer lentement, et puis on va enchaîner avec 3 respirations lentes pour ensuite terminer avec des respirations libres. Ça, c'est le premier enchaînement sur des temps modérés. Ça va? C'est clair? Donc, on va commencer par des respirations yogiques, une respiration géante, une expiration, apnée poumon vide, inspire lente, apnée poumon plein, expire lente, 3 respirations lentes, et puis respiration libre. Ça va nous prendre 3 minutes. Ça va? On peut, si possible, mettre la musique. Et donc, je vous invite à vous asseoir, détendre les épaules. Vous pouvez faire quelques rotations de la tête. Et en fait, pourquoi pas aussi vous étirer un peu vers les ciels. Faire quelques rotations aussi pour réveiller les corps. Et puis on va cette fois garder les yeux ouverts, bouche fermée, langue sur les palais, détente. Et on va commencer avec ces premières respirations.
Donc on inspire, on remplit d'abord les bas des poumons, puis la partie intermédiaire des poumons, puis les hauts, et on expire. Là, on va essayer de maximiser. À nouveau, on inspire pleinement les bas des poumons, puis la partie intermédiaire, puis les hauts des poumons, et puis à nouveau, on expire, on relâche. Et puis encore, on inspire les ventres, intercostal, la poitrine, et puis on expire, on relâche. Et puis encore, on inspire pleinement du ventre, l'intercostal, la poitrine, et on expire, on relâche. Et puis encore, on inspire, ventre, intercostal, poitrine, et on expire, on relâche. Maintenant, c'est la dernière. On inspire pleinement, in, on remplit dans les poumons, et on bloque pendant 1, 2, 3, 4, 5, on expire. Et là, on se met en apnée. C'est la première apnée, poumon vide. Je vous invite à vous détendre et à observer les sensations physiques que vous avez au niveau du corps et aussi les sensations au niveau du mental qui vont petit à petit s'activer sans jamais vous crisper. Et dans 3, 2, 1, on inspire lentement sur 10 secondes. Inspire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on se met en apnée poumon plein. Et à nouveau, on se détend dans l'apnée poumon plein. On essaie de rester tranquille. On va rester encore 5, 4, 3, 2, 1. On va expirer sur 10 secondes. Expire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on inspire sur 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à nouveau, on inspire sur 10 secondes. 7, 10 et expire sur 10 secondes. 5, 10 et la dernière. Inspire sur 10 secondes. 5, 10 et expire sur 10 secondes. 10. Et respiration libre pendant 30 secondes. Pour terminer cette première technique, 30 secondes de respiration libre où vous relâchez totalement la respiration. Sans aucun contrôle, vous laissez la respiration libre et vous pouvez aussi en profiter de cette respiration. D'observer que de l'autre côté de ces moments de contrôle de la respiration, il y a une respiration naturelle très agréable. Encore quelques instants. Très bien. Et puis, vous revenez à votre respiration normale. Vous pouvez réactiver les corps, faire circuler au niveau des épaules, au niveau de la tête. Très bien. Et on peut baisser la musique. Et ça, c'était un premier cycle des respirations katana. Un cycle que moi j'appelle facile, mais qui peut-être c'était difficile pour vous, mais peu importe, où on a pu se mettre en lien avec notre respiration et observer tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps quand nous faisons un exercice de respiration où on va diriger et vouloir maîtriser notre respiration. Ça nous a permis aussi de nous activer et respirer et se réveiller un instant. Parce que maintenant, je vous propose un cycle de respiration katana, mais difficile. L'objectif dans ces cycles de respiration katana, c'est d'aller chercher l'inconfort. C'est d'aller chercher les moments où le corps veut une chose et le mental en dit une autre. C'est les moments où on maîtrise la respiration au pas, où on se maîtrise soi-même, mais sans jugement et sans compétition.
Si c'est trop difficile, c'est pas grave. Vous ferez ce que vous pouvez. Mais je vous donne l'opportunité de pouvoir sortir de votre zone de confort pour pratiquer tout ça. Si c'était facile, peut-être vous n'aurez pas cette occasion. Donc c'est volontairement difficile, mais sans un jeu de performance. Vous donnez juste votre meilleur, mais pas de souci si vous n'y arrivez pas. Donc on va lancer la deuxième musique, exercice 3. Et vous pouvez vous mettre à nouveau dans une position assise tranquille et détendue. Les secrets dans cette technique, je vous les donne. Ce n'est pas non seulement la détente physique, mais c'est surtout le détachement mental. Tranquille, sans trop forcer, pas tomber dans les pommes non plus. Donc on va faire les mêmes exercices que tout à l'heure, mais sur des enchaînements plus longs. Très bien. Allez, on va commencer, on inspire pleinement, ventre, intercostal, poitrine, et on expire, on relâche vers le bas. Et encore, on inspire. Ventre, intercostal, poitrine. Et on expire, on relâche. Ça, c'est des respirations yogiques complètes et encore une. Ventre, intercostal, poitrine vers le haut et expire. Relâche vers le bas. Et encore pleinement, inspire, on remplit les poumons du bas vers les hauts, vers la tête. Et expire, relâche. On se détend. Et encore, on donne le maximum, on inspire, ventre, intercostal, poitrine. Et on expire, on relâche vers le bas. Et encore, inspire, ventre, intercostal, poitrine. Expire. Relâche vers les bas. Et les deux dernières. Ventre, intercostal, poitrine. Expire, relâche vers les bas. Et la dernière. Inspire, ventre, intercostal, poitrine et on bloque. 2, 3, 4, 5. Expire. Et on se met en apnée. Première apnée. Après avoir expiré, on se détend davantage et on observe. On observe son corps. Nous ne sommes pas notre corps. Nous avons un corps. Le corps est d'abord détendu. On observe notre mental. Nous ne sommes pas notre mental. Nous avons un mental. Le corps est d'abord détendu. Le mental est d'abord détendu. Et puis, petit à petit, ça va devenir difficile. On essaie de rester en apnée sans trop crisper. À tout moment, vous pouvez respirer si vous avez le besoin. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, on inspire sur 15 secondes. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on bloque, apnée poumon plein. On essaie de détendre notre corps et notre mental. C'est l'inconfort du souffle. On est en dehors de sa zone de maîtrise. Mais on se détache. À tout moment, si on a besoin, on peut expirer. Autrement, on reste là. Encore 10 secondes. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, on expire sur 15 secondes et expire. Continue à expirer. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on inspire sur 20 secondes. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10 secondes. On continue à inspirer, remplir. 17, 18, 19, 20 et on expire pendant 20 secondes. Des longues expires.
Encore 10 secondes. On essaie de ralentir. 17, 18, 19, 20 et on inspire. Lentement. Remplit. Fait rentrer. Maîtrise l'inspire. Encore 10 secondes. Et on expire sur 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire la dernière fois sur 20 secondes. Lentement. Ou alors avec notre rythme. Encore 10 secondes. Et on expire la dernière fois sur 20 secondes. Encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. Respiration libre. Pendant une petite minute, vous respirez comme il vient. Pour terminer cet exercice, respiration totalement libre. Vous observez le souffle, mais vous le laissez totalement libre. Vous prenez conscience qu'au-delà de la sortie de cette zone de confort, il y a beaucoup de plaisir à juste respirer. Et vous continuez les dernières 30 secondes de l'exercice à observer juste la respiration libre qui vient en ce moment. Vous la relâchez. Encore quelques instants. Et puis vous revenez en respiration normale. Et je vous invite à réouvrir les yeux si les yeux étaient fermés, à bouger les épaules, à vous étirer vers les hauts. Faire des torsions avec la partie haute du corps. Et que peut-être c'était un peu challengeant cet exercice, c'est normal, c'est évolue. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas réussi à faire toutes les phases de l'exercice. C'était justement l'intérêt de faire une pratique difficile. Juste pour information, vous venez de faire 16 respirations en 6 minutes, ce qui fait moins de 3 respirations minutes pendant 6 minutes, qui n'est pas facile, surtout en faisant des apnées. Donc, c'est normal que ça soit difficile, mais j'espère que cet exercice pratique, en vous posant un challenge, une difficulté, une épreuve, vous a confronté réellement à ce qui est l'essence de ce qu'on est en train de parler. Pour au moins les voir, pas forcément pour tout de suite y arriver. Donc ça, c'est voilà, l'exercice katana. Si jamais il vous intéresse de le refaire à la maison, vous écrivez sur YouTube exercice katana et je fais des vidéos pour pouvoir les faire. Bien. Et pour aller vers la fin de ces partages avec vous, hop, il manque un slide, c'est pas grave, voilà. Je voulais vous parler de mon plus grand ennemi et mon plus grand allié. Et en fait, c'est moi. C'est toujours moi. Ça se joue toujours à l'intérieur de soi, cette fait que nous sommes en réalité deux à l'intérieur et un en même temps. Et ça, je l'avais bien vu quand j'étais gymnaste, qu'à chaque fois que je devais faire une compétition, je tombais malade exactement au moment de la compétition et je me disais, c'est quand même étrange. Mais j'avais jamais réussi vraiment à comprendre que c'était moi qui générais la réalité. Et je pensais juste que j'avais pas trop de chance. Et j'étais un peu une victime de tout ça. Quand une épreuve se présente, si nous mettons devant à l'épreuve les petits chiots, il va courir derrière les jambes du maître, et il va avoir peur. Et il va peut-être pleurer. C'est pas à critiquer, il est juste un petit chiot. Quand il y a une épreuve qui s'y présente devant à nous, c'est bien d'être deux, les maîtres et les chiens, ensemble. Les chiens pourront fournir un soutien au maître, et les maîtres pourront répondre de façon un peu plus sage
à l'épreuve. Mais quand on ne sait pas qu'il y en a deux, et quand devant, il y a toujours les petits chiens, on pourrait répondre à cette épreuve avec la fuite ou avec la détruite. Dans la zone de stress, ça peut être fuite ou paralyse ou alors combat. Donc c'est important de savoir ça et de se dire, moi je suis en même temps mon plus grand allié et mon pire ennemi. Et en fonction de comment je me prends et de quelle partie je mets en avant, j'aurai un résultat différent. Mais ça ne dépend pas de l'extérieur. Ça dépend vraiment de nous, de notre attitude mentale et du fait de se rappeler un instant que nous avons le choix. Certes, ce n'est pas facile. Comment faire si c'est le petit chien qui est devant? Et bien ça, justement, c'est les pratiques. Ça, ce sont les pratiques, les exercices qui nous permettent de changer l'ordre et d'être ensemble. Et c'est ces processus qui nous transforment. Ça nous permet, dans les temps, de pouvoir diriger son corps et son mental. Et quand je dis son corps et son mental, c'est parce que nous avons tous un corps et un mental, mais nous ne sommes pas un corps et un mental. Parce que si nous avons un corps, ça veut dire que nous ne sommes pas les corps. Sinon, on ne pourrait pas dire « j'ai un corps ». Et si j'ai un mental, ça veut dire que je ne suis pas non plus mon mental. Donc, qui suis-je? C'est justement la question. Qui suis-je? Mais nous avons un corps et un mental, et les corps et le mental ensemble, c'est justement ce qui nous permet de naviguer, c'est les navires, ou alors les chiens, dans les différentes analogies qu'on a utilisées. Et nous devons les mettre ensemble. Pour ça, moi j'ai trouvé comme route, mais elle n'est pas la seule, la pratique des exercices qui nous sort de la zone de confort, la pratique de l'hormèse. C'était ma voie pour petit à petit me rapprocher de moi et de mon potentiel. Il y a d'autres voies possibles, mais c'est celle que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, processus de la pratique. Voilà. C'est ce qui pour moi est très très important, c'est que dans cette histoire où moi je suis finalement mon plus grand ennemi, mon plus grand allié, et où je détermine la réalité que je vis, la pratique que je fais chaque jour est le processus le plus important de transformation. Parce que finalement, en fait, en réalité, on a tous des habitudes. On a tous des routines, du jour, du soir, du matin. C'est que des fois, on ne les appelle pas routines parce qu'on n'est pas conscient, mais chaque chose que vous faites est une habitude ou une routine. Et les habitudes, ce n'est pas que dans les corps, ce n'est pas que dans les exercices de respiration, mais c'est aussi dans les émotions que vous prouvez face à quelque chose ou dans la pensée que vous générez en réponse à quelque chose qui arrive. Donc peut-être une piste intéressante pour vous, ça va être quelles sont mes habitudes et quelles sont mes routines sur les différents plans qui forment mon corps et mon mental. Comment je bouge quand quelque chose arrive? Comment change mon énergie quand quelque chose se présente? Quelle émotion je sens à moi quand cette chose arrive? Et quelle pensée je génère face à cette chose? Ça, c'est nous. Ça, c'est nos habitudes. Et l'objectif des pratiques de ces exercices d'hormèse, c'est de pouvoir optimiser ces habitudes et créer des routines. Mais c'est tout le temps, en fait. Mais la base du matin et la base du soir, pour moi, reste très, très important. Et c'est pour ça que je commence chaque jour avec mes pratiques. Et c'est mes pratiques qui m'ont transformé. Au début, c'était vraiment la gymnastique, je vous l'ai dit. Pendant 15 ans, c'était les mouvements, mon pilier. Puis à un certain moment, ça n'a plus suffi. Je ne pouvais pas continuer qu'avec les mouvements. J'ai dû intégrer d'autres choses. Ça a été la pratique de la méthode Wim Hof avec ses 3 piliers qui m'a permis de voir autre chose. Ensuite, la respiration, puis le yoga, puis la méditation épigénétique, etc. C'est un changement inexorable malgré moi, malgré nous. C'est qu'en fait, ce que nous faisons, ça nous transforme, que nous le voulons ou pas, dans les biens ou dans les mal. Donc ce processus inexorable m'a transformé. Et aujourd'hui, en fait, il y a même un terme, si vous voulez, on pourrait dire, c'est l'épigénétique, en fait. C'est comment mon environnement intérieur et extérieur m'ont transformé par l'expression de mes gènes. En fait, ce sont nous et l'environnement, parce que nous sommes ensemble, comme on a vu ce matin avec Pierre, l'environnement est à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et comment, en fait, je réponds à l'environnement en fonction des pratiques, du style de vie, des habitudes que j'ai mis en place, ça me transforme d'un point de vue 360 degrés. Mes gènes vont changer, moi je vais changer, et c'est là, malgré moi. Donc dans les positifs ou dans les négatifs.
Donc en fait, chaque chose que nous faisons, chaque pensée que nous avons, chaque émotion que nous générons, chaque respiration que nous faisons, chaque mouvement que nous faisons, c'est en train de nous changer, nous transformer en permanence. Et nous ne sommes jamais deux, on ne se baigne jamais dans la même rivière. Donc pour terminer, moi, mon invitation, c'est de pouvoir créer une routine invincible pour prendre soin de vous. Parce que ce n'est pas une routine pour être, comment dire, dans la force. Ce n'est pas une routine pour passer en force. C'est une routine pour prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, c'est ce qui vous permettra de déployer ce que vous êtes et donc votre potentiel. Et dans tout ça, pour moi, il y a différents piliers, ce que je vous ai dit, la respiration, les mouvements, l'alimentation saine, les jeûnes intermittents, les liens avec la nature, les soins de mes émotions, l'investigation, l'étude, les dialogues avec moi-même, la méditation, la correction des trajectoires et de mes erreurs, la reconnaissance de qui suis-je, de mes vertus, de mes défauts, la discipline personnelle et la philosophie. Et donc, dans tout ça, on va terminer avec quelques notes de philosophie, parce que finalement, ce que je viens de vous dire était déjà reconnu dans l'Antiquité, ça s'appelait l'Académie de Platon, où il travaillait gymnastique, musique et philosophie. Et dans la gymnastique, il y avait l'alimentation, les mouvements et la respiration. Dans la musique, il y avait l'étude, la science, l'art, la musique, les chants, la rhétorique. C'était 9 muses, et donc 9 disciplines. Et dans la philosophie, il y avait la sagesse et l'étude de ce qui nous ont pu léguer des personnes qui étaient avant nous. Donc la routine vertueuse, pour revenir à la pratique du juste milieu, c'est justement ce qui met en place la vertu. Et la vertu vient du mot sanskrit, de la racine sanskrit virya. Et virya, c'est l'homme. C'est la même racine que l'homme. Ça veut dire que c'est la racine de l'homme, mais aussi de la force et du courage. Donc quand on parle de mettre en place quelque chose de vertueux, ça veut dire devenir un peu plus l'homme et la femme que nous sommes. C'est la même racine. Puis aussi, force, courage. Et quand on parle de devenir l'homme que nous sommes et la femme que nous sommes, avec force et courage, c'est justement par le fait de prendre soin de soi avec amour. Donc c'est à nouveau d'agir avec les cœurs. Quelque chose qui n'est pas très mis en avant aujourd'hui. Au moins, en tout cas, c'était difficile pour moi, dans mon parcours de vie, de les vivre comme une évidence, et c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille en permanence. Parce que si la réponse encontrante, c'est l'effet de s'écrisper, s'ébarquer, s'effermer, ça va être difficile d'ouvrir les cœurs, agir avec les cœurs. Donc c'est un peu en même temps qu'il faut faire ça, cette voie de juste milieu. Et ça, c'est connu depuis l'Antiquité. Hein, la compassion, dans les bouddhismes, dans les yogas, les états d'illumination, des samadhis, des grâces. Voilà, Stoïcien en parlait aussi, philosophe grec. Donc, ma routine est composée de façon constante d'un moment où il y a ces moments de respiration, des mouvements, des méditations, des travail avec la nature, les éléments, la philosophie et la lecture, mais aussi des émotions qui puissent me permettre de vibrer un peu plus haut et d'être un peu plus en syntonie avec moi et les autres, parce que c'est quand je fais mes pratiques, à la fin j'en sors énervé, c'est pas la peine. Donc j'ai besoin d'en sortir dans un état où je suis un peu plus connecté avec les mondes. Et les mondes, c'est moi, les autres et la nature. Donc pour conclure, j'aimerais bien cheminer vers ce qu'il voulait dire pour Socrate, c'est maîtriser soi-même. Et pour Socrate, c'est maîtriser soi-même, ça voulait dire c'est posséder soi-même. Ça veut dire que tous les chemins pour se maîtriser et se posséder, pour lui, étaient les chemins qui amenaient vers le bonheur. Parce que Socrate était le philosophe du bonheur. Toute sa vie, son existence était pour la quête du bonheur durable, véritable. Et ce qu'il nous disait Socrate, c'est que ce n'est pas la gratification immédiate qui nous amènera au bonheur, même si en soi, ce n'est pas forcément quelque chose qui l'empêche, mais c'est toujours l'action d'une pratique ou d'une parole vertueuse, ou d'une émotion vertueuse, ou d'un état d'être vertueux. Et donc, ce qui conduit au bonheur,
pour lui, c'était donc la pratique par la vertu. Et c'est ce qu'il appelait la quête de soi. Donc, je pense que nous sommes tous intéressés pour être soi, mais aussi pour être heureux et vivre les bonheurs. Et en fait, comme nous disait Pierre ce matin, et comme nous disait Socrate, je l'ai dit aussi maintenant, ce bonheur est en dehors de sa zone de confort. Et en sortant de sa zone de confort, on a la chance et l'occasion d'agir de façon vertueuse. Certes, discipline, on a vu tout ça, mais avec amour. Donc, enfin, la maîtrise en dehors de sa zone de confort, on pourrait dire que la maîtrise de soi, c'est l'effet de naître à soi, de renaître. Il y avait même un terme maïeutique pour Socrate, l'effet de se faire naître soi-même. Mais l'effet de se faire naître soi-même, ce n'est pas se faire naître à nouveau dans ses corps, c'est juste de donner vie à qui nous sommes, même si c'est un peu abstrait. Et enfin, donc cette pratique dans la durée pour atteindre les bonheurs, avec l'amour pour soi-même, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi permet un bonheur véritable et le déploiement de la puissance de l'amour. Avec ça, j'ai conclu en vous disant qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Je vous remercie pour l'attention et avant de terminer, je vous propose un petit exercice des respirations. Et l'exercice des respirations, c'est une respiration marrante, que ça s'appelle la respiration sniff, sniff, pouf. Mais la respiration sniff, sniff, pouf, on va la faire. Et on va les faire tous ensemble. Okay? On va les faire juste 5-10 fois. Okay? Pour terminer, c'est remettre à nouveau en énergie et puis passer aux questions s'il y a des questions par rapport à tout ce que vous voulez, mes routines, ce que j'ai fait, mes défis, etc. Allez, on commence. Encore 3, 2, 1. Très bien, merci. Très bien. On a un peu de temps encore si vous avez des questions. Oui. Alors, moi, ma question, ce serait au sujet de la pratique en autonomie, pour tout ce qui est des exercices de respiration. Moi, j'ai beaucoup de mal à pratiquer un exercice de respiration tout en faisant les décomptes et compagnie. Donc, j'ai pas mal pratiqué avec du coup, les guides, comme ton guide de respiration Katana. Mais du coup, comment continuer cette pratique en autonomie? Est-ce que tu aurais des conseils? Ok, merci. Donc effectivement, quand on est guidé, c'est plus simple. Mais on n'a pas toujours la chance d'être guidé sur des exercices de respiration. Donc moi-même, c'est que j'ai mis en place des vidéos et des audios que j'écoute. Et des fois, ça me décharge au niveau du mental. Et effectivement, c'est utile. Et après, dans les yogas, ils avaient déjà un peu posé la question de comment pouvoir se guider soi-même sans trop être dans les comptes. Ils avaient développé ce qu'on appelle les temps intérieurs. Et ils le faisaient en touchant des parties du corps de façon répétée pour ne pas devoir compter 1, 2, 3, 4, mais en fait en suivant juste des petits mouvements de façon répétée. Ou alors, des fois, ils faisaient d'autres mouvements plus rigolos. C'est une possibilité que j'utilise des fois. Effectivement, ça décharge un peu le mental dans le fait de devoir compter. Après, compter, c'est pas non plus interdit, c'est pas impossible. Donc ça nous permet par rapport à la posture du mental sur des exercices où on veut justement changer les ondes cérébrales. Donc ça, c'est utile. Mais par rapport à l'autonomie dans la pratique, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que pourquoi nous faisons cet exercice, le pourquoi est fondamental, parce qu'il y a l'effet de pouvoir être guidé, pas guidé, mais dans l'autonomie de la pratique, il y a aussi l'effet de s'y mettre, en fait. Et l'effet de s'y mettre, c'est de comprendre pourquoi cela est fondamental, est important pour nous. Et c'est là, ça passe peut-être par l'étude de la respiration avec quelqu'un qui nous guide, un mentor, un coach ou quelque chose, mais à un certain moment, pour avoir une autonomie dans la pratique qui est fondamentale, il faut être conscient de pourquoi cela est important pour moi. Et c'est là pour tout le monde.
Je pense que la respiration, bon, vous êtes conscient, vous gardez 3-4 minutes d'apnée, vous comprenez l'importance de la respiration. On ne peut pas durer longtemps sans bien respirer. Donc, il y a les deux choses. Il y a les moyens qui nous permettent de libérer les mentales pour être autonome dans une technique et donc pouvoir la faire sans être trop dans sa tête, mais aussi l'autonomie dans le sens que j'ai compris pourquoi cela doit devenir partie de moi et de ma journée. Double autonomie dans la respiration. Merci. Vous pouvez lever la main parce qu'avec la lumière, je ne vois pas de... Ah, voilà, c'était bien par là. Ok. Alors moi, j'avais une petite question par rapport aux routines. Ça fait plusieurs années que je suis comme toi dans la création de processus de routine le matin, le soir. Sauf qu'en fait, ça m'a créé une prison dorée où je suis très, très strict, très rigide avec ça. Et je voulais savoir si toi, tu étais passé par là, si tu étais passé par ce côté très rigide, incapable de me détacher de mes routines et absolument faire cette respiration à tel moment. Et si oui, comment tu as fait pour t'en libérer? Alors, merci aussi, ça c'est une bonne question. Alors, effectivement, nous avons des pratiques, ce sont des techniques, des outils. C'est pas en fin en soi, on l'a vu, mais ça nous fait du bien, donc nous voulons bien les faire, et nous pourrons être contrariés, des contraintes, si on n'a pas cette routine à ces moments-là. Et moi, j'avais observé ça, que quand je faisais ou je faisais pas ma routine, j'étais pas du tout les mêmes dans la journée. Donc, il y avait un impact réel de comment je me sentais. Donc, je voulais faire ces pratiques, mais finalement, cela est devenu plutôt un amour pour mes pratiques. Le fait que je les mets en valeur, j'en suis reconnaissant, je les aime, je veux les faire, mais j'ai jamais eu une petite prison par rapport à ça. Ça veut dire que des fois, je ne pouvais pas les faire. J'avais 3 minutes devant moi, je les faisais 3 minutes. Ok, aujourd'hui, ma pratique du matin a été 3 minutes, et peut-être que j'aurai du temps dans la journée ou dans les soirs pour faire autre chose. Et sinon, ce n'est pas la fin du monde, parce qu'enfin, si on a quand même une bonne base, on peut se permettre quelques jours de ne pas les faire. Ça veut dire que l'effet d'avoir travaillé en amont pour être dans une zone de résilience, ça nous permet de vivre les chocs, même si ces jours-là, on ne l'avait pas. Certes, que dans un jour important, dans des moments, des épreuves importantes, si on peut prendre un temps pour revenir à soi, faire des pratiques pour nous centrer, ça sera plus simple de déployer notre potentiel important du centre, qui est important déjà dans des équilibres. Donc, disons, pour moi, ça n'a jamais été une prison. Je l'ai toujours vu comme quelque chose que j'aime et que je veux faire si je peux les faire. Et si je ne peux pas les faire, je mets en place une base qui tient. 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, même si je vois qu'il y a une différence. Par contre, une chose que je me suis entraîné à faire dans les temps, c'est de changer mes routines en fonction du temps que j'ai, du lieu où je suis, du moment de l'année, de tout ça. Et en fait, mes routines sont vivantes. Elles changent en permanence. Je connais tout un tas d'outils. Et même s'il y a une base qui est toujours la même par rapport aux piliers de ces routines, la routine en elle-même peut changer pour s'ajuster aussi à des contraintes qui, des fois, ne dépendent pas de nous. Et donc, nous pouvons maîtriser ce qui dépend de nous, mais pas ce qui ne dépend pas de nous, comme le disent très bien les stoïciens. Donc, des fois, j'ai une routine de 3 minutes, de 5 minutes. Des fois, j'ai fait des routines de 3 heures, clairement. Donc, moi, je te conseille de pouvoir effectivement changer des routines pour t'adapter et apprendre aussi à faire sans. Parce que si ça devient une dépendance, même si elle est positive, elle va générer après une difficulté du fait que tu n'as pas pu... Je suis exactement dans ça, en fait, c'est ce côté dépendant. Mais en sachant que toi, tu es ces routines. Tu es quelqu'un qui pratique, donc la pratique est en toi. Quand ça devient ça, même si tu n'as pas pu faire ces protocoles, ces rituels, tu pourras trouver une façon de l'ajuster. Certes, je suis d'accord avec toi, que si on peut commencer notre journée en prenant un temps pour nous, ça sera mieux. Et si ce temps pour nous est juste 1 minute, ça sera 1 minute. Si c'est une respiration, ça sera une respiration. Si c'est 3 heures, ça sera 3 heures. Okay. Donc c'est un peu les conseils que je peux te donner, en sachant qu'après, il y a d'autres moments dans la journée où tu peux peut-être te trouver un moment, ça ne sera pas exactement la même chose, mais la routine du soir est très importante aussi. Mais tu as raison de vouloir faire en pratique. C'est la juste voie. Mais il ne faut pas en devenir l'esclave non plus. C'est toi toujours qui est les pratiques, donc tu peux moduler ça. Merci beaucoup. Derrière. Est-ce qu'il y a une autre question ?
C'était pas vraiment une question, mais du coup, ça m'a interpellé ce que tu as dit par rapport aux routines. Et je voulais faire un petit retour, un petit partage d'expérience par rapport à ça. Parce que j'étais un peu dans ce cas-là aussi. Et je suis coach, donc je travaille avec des personnes dans le développement, que ce soit physique, etc. Et je pense vraiment que ça fait partie du processus et que c'est très important de toucher aux extrêmes. Tu vois, tu parlais vraiment de cette notion qui est devenue une cage dorée. Et je pense que c'est important d'aller dans cet extrême où limite, en fait, ta routine devient une sorte de contrainte. Tu te l'imposes parce que tu te persuades que ça te fait du bien, etc. Et en fait, grâce à cette notion d'extrême, c'est le principe des cordes. En allant d'une corde à l'extrême, tu pars d'un extrême à l'autre. On part de quelqu'un, par exemple, qui ne fait rien du tout, qui ne fait pas de respiration que dalle, qui se met à en faire pleine balle parce qu'il se rend compte que ça lui fait du bien. Sauf qu'il arrive à ce moment où, en fait, il a la notion de je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire, sinon je me sens pas bien. Et en fait, avec ces deux extrêmes-là, tu finis par faire un petit peu ta propre cuisine. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais, c'est que au final, après, tu arrives à cette notion d'adaptabilité. Je fais si je peux, en fonction de mon environnement, en fonction de mon contexte social, de mon contexte professionnel. Et tu as cette malléabilité par rapport à la routine, qui est, comme tu disais, toujours changeante. Et donc, je pense que c'est vraiment une étape du processus, et en fait, naturellement, qui va s'installer pour toi, quoi. Donc, je trouvais ça, voilà. Merci. Merci. Moi, j'ai une petite question, parce que c'est super, ces exercices de respiration. Maintenant, je pense, un des buts, c'est aussi de respirer mieux toute la journée, Tout à fait. inconsciemment, et améliorer tout ça. Donc, est-ce que forcément, si on fait beaucoup d'exercices, ça va améliorer notre respiration toute la journée, involontaire? Est-ce qu'il faut surtout travailler la résistance au CO2 ou est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Merci. C'est une excellente question. Donc effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir bien respirer pour avoir de l'énergie, pour accomplir sa mission de vie, et suivre ses rêves et être bien. Et pas forcément faire des apnées plus longues, ou pas forcément travailler sa tolérance au CO2, même si c'est très important. La respiration est quelque chose qui est tout le temps là, et en même temps, on n'est pas conscient des fois. Et quand on n'est pas conscient, elle doit être bien. Mais en même temps, l'objectif, c'est aussi en être conscient le plus possible. Dans le yoga, on disait, l'objectif du yogi, c'est attendre les moments où il sera conscient de toutes ses respirations. Un background. Et notre capacité d'attention, de concentration peut être divisée sur une chose principale et un derrière, toujours la respiration. En fait, vous pouvez m'écouter en sachant comment vous respirez, je peux vous parler en sachant comment je respire. Donc, une chose, c'est développer notre conscience de la respiration et notre lien à la respiration qui se passe par l'effet d'y penser et donc faire des exercices. Et l'autre chose, c'est d'avoir une bonne respiration au quotidien qui s'entraîne. On a besoin de l'entraîner pour que ça devienne bon en général. Et ça se passe pour des exercices qui sont 360 degrés. On n'a pas que la tolérance au CO2, même si elle est importante. Et les dimensions de la respiration sont multiples. Justement, dans mon approche avec Inspire et l'Académie Inspire, je n'utilise 5. Il y a 3 qui sont liés au corps, biochimique, biomécanique et psychophysiologique, et qui en entraînent autour de la CO2, des pauses, des apnées, du diaphragme, des muscles, du volume respiratoire, etc., le système nerveux autonome, les nerfs vagues. Et puis il y a 2 qui sont plutôt plus difficiles, elles sont à exprimer, à quantifier, à expliquer avec des études scientifiques, qui sont plus l'énergétique et la spirituelle, qui vont travailler avec la sphère de la conscience, des émotions, des états de conscience, et aussi de qui nous sommes, justement. Ce sont les exercices qui nous transforment non seulement dans la matière, mais aussi par rapport à notre esprit. Et donc, les travaux que nous devons faire autour de la respiration est, à mon avis, nécessaire sur ces 5 axes, mais je vous avoue que je commencerai par les 3 premiers, parce que c'est vraiment la base. Si notre corps n'arrive pas à respirer, si on n'arrive pas à oxygéner nos cellules, ça va être difficile pour notre
identité profonde, notre véritable soi, de déployer son potentiel. Donc, c'est un peu l'axe des travaux que je préconise, et c'est là, ça se passe par plein de choses. Donc, ça va être difficile, là, de vous donner un peu des exercices précis. Mais si vous voulez, par exemple, la respiration katana était pour moi un effort de trouver une synergie respiratoire qui permet de mettre ensemble le plus possible des choses dans ces panoramas 360 degrés. Il n'est pas 100%, mais c'était pour moi cet effort de réunir dans un seul enchaînement tout ça, comme un circuit, si vous voulez, dans l'exercice physique. Voilà. Alors tout à l'heure, tu as évoqué ton expérience en triathlon, avec une grande différence entre le premier que tu as effectué et le second, et tu avais abordé, je crois, la notion de respiration et le levier de la respiration dans ta préparation. Je voudrais juste en savoir un peu plus, et les détails justement sur l'évolution de ta performance. Oui, donc quand j'avais fait les triathlons sprint, je ne travaillais pas avec la respiration. Donc je faisais que courir, nager, faire du vélo, et bon, voilà, c'était tout. J'essayais de faire aussi, bien sûr, attention à mon sommeil, l'alimentation et tout ça, mais je ne travaillais pas la respiration. Et comme à la base, j'avais aussi une respiration qui était peu efficace, l'effort aérobique était vraiment, c'était pas possible parce que j'allais en anaérobie assez vite parce que la respiration était dysfonctionnelle. Ensuite, j'ai travaillé pendant des années sur la respiration, mais parce que je voulais, parce que pour moi, c'était du temps très utile. Et c'était un exercice physique, mais aussi spirituel. Dans certains sens, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai vu ma respiration et mes capacités respiratoires évoluer, se transformer. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça donnerait maintenant si je faisais un triathlon? Et comme il y avait un ami qui organisait donc, ces triathlons, je me suis inscrit et je l'ai fait. Mais ce n'était pas un objectif de faire des performances ou des records. Du coup, je me suis entraîné assez peu. J'ai fait 4 sorties vélo, 7, 8 sorties de course et 2 de natation. Bon, peut-être quelque chose de plus, mais une dizaine ou une quinzaine d'entraînements. Et puis, je l'ai fait. Mais comme je savais respirer, et comme en même temps, je ne voulais pas forcer, je n'avais pas des chronos à respecter, je me suis suivi tout au long de cet effort assez long des 5 heures. Et les résultats, c'était qu'à la fin, ça allait. J'ai pas eu des courbatures, des douleurs. À la fin, je n'étais pas fatigué. C'était totalement une autre expérience. Mais pourquoi? Parce que la base de ma respiration était différente. Je n'étais pas forcément beaucoup plus entraîné, même si bien sûr que les fibres musculaires avaient changé parce que j'avais travaillé les exercices de respiration de façon différente, etc. Mais c'était pas que j'étais plus entraîné, c'était pas ça. C'est qu'enfin, je pouvais respirer. Et dans les exercices aérobiques, c'est toute la différence. Pour moi, pour quelqu'un qui partait d'un tel dysfonctionnement respiratoire, puis si quelqu'un, bien sûr, a déjà une bonne respiration, peut-être il y aura moins de différence. Mais généralement, bonne respiration, il faut la travailler, c'est pas acquis comme ça. Voilà. Merci. Merci. Très bien. Merci tout le monde pour l'attention. Et bonne festival. Merci à tous. Alors, je voulais vous prévenir, on a la chance, grâce à Léo et à Fabien Moine, d'avoir les éditions Exuvie des livres de Léo, qui seront disponibles en vente juste après. Toi, tu peux rester pour faire quelques dédicaces. Est-ce que tu peux donner la différence entre les deux livres, parce que je n'en connais pas le contenu? Alors, la différence principale, c'est qu'un est bleu et l'autre est vert. Non, on blague. Alors, merci. Les premiers, les bleus, c'était mon premier effort pour synthétiser des techniques de respiration pour le quotidien en fonction des objectifs. Je veux dormir, je veux gérer mon stress, je veux m'entraîner, je veux courir plus vite, je veux activer mon système immunitaire. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire avec la respiration? Il y a mon axe de travail avec les souffles, expliqué, les 7 variables de la respiration, les principes. Donc, comment j'ai catégorisé dans des catégories la respiration. Et il est très synthétique, voilà. Et c'est en forme manuelle. Donc vous prenez, il y a la technique, tout l'a fait. Point. C'est expliqué à quoi ça sert. Les deuxièmes, c'est plus mon parcours avec des histoires, des anecdotes, comment je suis arrivé à des techniques et les techniques nouvelles que j'ai créées moi-même. Ensuite, il y a des routines respiratoires et des axes d'entraînement comme on pourrait faire dans les corps, endurance, vitesse, explosivité, etc., mais par rapport au souffle. Donc, ils sont très différents, très complémentaires dans ce sens-là. Et c'est le deuxième. Voilà. Un est bleu, l'autre est vert.
Prenez la couleur que vous préférez. Donc du coup, moi, je vous attendrai dehors pour tous les règlements, ça sera avec moi. Chaque livre est à 19 €, normalement 18,90, mais on arrondit pour faciliter les règlements. Et donc Léo sera à côté pour vous les dédicacer. Et juste après, le temps que la salle se rééquipe, et ça sera la conférence avec David Smetanine. Merci à tous. Merci.